Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup Rokhaya Diallo. Merci. Merci beaucoup Laurent Bouvet donc, pour cette conférence sur le multiculturalisme. On a tenu à faire cette conférence justement parce que vos points de vue sont très différents, mais pour autant vous n'avez jamais eu l'occasion de les expliquer devant un tel public, et notamment à Sciences Po. Et j'espère que cet échange sera riche pour tout le monde et qu'il nous permettra à tous de mieux comprendre les enjeux de ce débat. Je t'en prie, Aïda. Le temps nous est compté, donc je vais faire une présentation assez rapide de la conférence et des invités. Donc cette conférence est la première d'un cycle qui aura lieu tout au long de l'année, dont le but est de traiter de questions souvent polémiques qui amènent à des impasses, pour essayer de comprendre les points de divergence, si c'est des questions de définition, de valeur, et essayer pourquoi pas de construire des ponts entre des visions qui sont présentées souvent comme opposées. Donc pour commencer, on va traiter d'un thème qui a été beaucoup repris dernièrement, notamment lors des dernières échéances électorales, donc le multiculturalisme. Et donc pour traiter ce sujet, nous avons deux invités de très grande qualité. Donc on est très heureux. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer les présentations par ordre alphabétique. Donc Laurent Bouvet, vous êtes chercheur en sciences politiques et professeur de théorie politique à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes fondateur du Printemps républicain et avez publié en 2015 L'insécurité culturelle, qui invite la gauche à se saisir de cette question, l'insécurité culturelle. Dernièrement, pour votre actualité, vous avez publié La gauche zombie. Donc, vous faites la chronique du déchirement d'un des grands partis politiques français, publié en mars dernier, donc avant les élections, et dont les événements n'ont pas déçu les prédictions. Rokhaya Diallo, vous êtes essayiste et éditorialiste. Vous êtes impliquée dans la vie civique depuis jeune, militante antisexiste d'abord puis antiraciste. Auteur de plusieurs ouvrages, donc Laïcité, mode d'emploi, le racisme expliqué aux enfants, et de documentaires comme La marche de la liberté, Vous intervenez également à la télévision. Un petit mot sur votre actualité. Vous allez présenter votre première exposition, Afro, du nom de l'ouvrage qui est sorti en 2015, à la Maison des Métallos à partir du 15 octobre. Du 12 octobre. Voilà. Oui. Je signale aussi la dernière parution de la Revue des Deux Mondes qui a un dossier sur le multiculturalisme au Royaume-Uni. Voilà, donc pour le déroulement de cette conférence, donc chacun aura la parole pendant 15 minutes. Ensuite, il y aura 30 minutes d'échange entre les deux invités. Et pour finir, normalement, ça nous laissera à peu près 30 minutes d'échange avec la salle. Voilà. On est les gardiens du temps à partir de maintenant. Et on va commencer par vous, Laurent Bouvet. Quelle est votre définition du multiculturalisme et quelle est sa place pour vous dans la République française? Merci de votre invitation et de nous donner l'occasion de débattre pour la première fois in real life, comme on dit, IRL, puisqu'on a eu l'occasion plusieurs fois de débattre par réseaux sociaux interposés, donc c'est bien de le faire de visu. Simplement pour commencer mon propos rapidement avant de venir sur le thème, dire un peu d'où on parle, je crois que c'est toujours utile. Donc moi je suis un universitaire et un universitaire engagé dans le débat public. Ce n'est pas forcément le cas de tous les universitaires, vous en connaissez beaucoup par vos études. Il y a des universitaires, des chercheurs qui sont moins enclins pour X raisons à s'engager. Il n'y a pas c'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Mais moi je suis, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 30 ans. J'ai commencé quand j'étais à votre place, parfois dans cette même salle d'ailleurs. Donc je me suis engagé en 86 au moment des mouvements étudiants contre la loi de Vaquet à l'époque. C'est là que j'ai commencé à faire de la politique,
voilà, milité à l'UNEF à l'époque, une des deux UNEF, il y en avait deux à l'époque quand j'étais riche. Ensuite au Parti Socialiste, dans des différents mouvements. Voilà. Et puis à côté, donc, carrière de chercheur, d'universitaire, qui a commencé maintenant il y a facilement 25 ans. Oui. Et alors, dans le cadre de à la fois de mon engagement et de mon travail de recherche, de mon travail intellectuel, et donc, évidemment, au bout d'un moment, on mêle aussi les deux, c'est-à-dire que quand on intervient dans le débat public, qu'on est par ailleurs universitaire, intellectuel, on le fait sur les sujets sur lesquels on travaille. Il est très rare de dissocier complètement, ça arrive peut-être pour des scientifiques qui arrivent à dissocier leur engagement public et leur sujet, mais pour les sciences humaines et les sciences sociales, c'est souvent, évidemment, à partir de ces sujets de recherche. Et moi, j'ai commencé à travailler, maintenant, oui, c'est ça, un quart de siècle, sur la question du multiculturalisme, précisément, de l'identité culturelle, des identités culturelles. Après, on pourra préciser un peu. Dans le cadre américain, j'ai fait ma thèse sur les États-Unis, et en partie aux États-Unis, sur ce sujet, une époque où il était, évidemment, il n'y avait pas, Internet avait commencé, balbutié, donc on ne pouvait pas facilement avoir accès à un certain nombre de sources, donc il fallait aller sur place, dans les bibliothèques, etc. Et ça a été pour moi très important parce que ça m'a fait comprendre quelque chose qui est absolument fondamental dans mon engagement et qui fait partie de ce que je défends aujourd'hui de manière, disons, très, voilà, très fortement dans le débat public, qui est qu'on est rentré, alors peu importe, je ne vais pas faire un cours, c'est pas l'objet, mais peu importe les bornes chronologiques, mais disons en gros depuis la fin des années 60, début des années 70 aux États-Unis, à travers en particulier ce que j'ai étudié plus précisément, qui est la transformation du mouvement des droits civiques en un mouvement de nature plus identitaire, qui a débordé le cadre simplement de la mobilisation des Noirs américains pour concerner les féministes, les gays, les latinos, etc., et puis qui s'est diffusé ensuite dans d'autres pays sous plein de formes assez différentes. Et donc on est rentré dans ce que j'appelle l'âge identitaire, c'est-à-dire une transformation profonde de nos sociétés, en particulier des grandes sociétés, je vais y venir, dans la société française, des grandes sociétés multiculturelles. Et cet âge identitaire, pour le caractériser très rapidement, c'est que les questions d'identité individuelle et collective, la manière dont on articule l'individuel au collectif évidemment en premier lieu, sont devenues des questions primordiales en politique, dans la détermination des choix politiques, dans la détermination des engagements, dans la détermination d'un certain nombre de choix de vie, non pas à la place en chassant les questions économiques et sociales, les questions qu'on appelait de classe, ou les questions de stratification sociale, de mobilité, etc., bien sûr, mais en venant s'y combiner, en venant les heurter et en transformant un certain nombre de repères, ce qu'on appelle en sciences politiques des clivages, qui ont évolué. Alors, les questions d'identité ne sont pas nées comme ça il y a une cinquantaine d'années. Elles existaient déjà auparavant, on a connu tout un tas de questionnements, évidemment, depuis très longtemps, mais dans les sociétés industrielles, ce qu'on va appeler simplement la question sociale, la question du rapport, disons, à la situation d'un individu et d'un groupe par rapport au processus de production, comme on disait dans les termes marxistes, était devenu évidemment dirimant, notamment, et c'est l'autre grand sujet de mes préoccupations et sur lesquels évidemment j'ai à la fois mené un certain nombre d'études et puis qui est mon sujet de préoccupation politique et même un peu au-delà de ma vie, c'est à gauche. C'est-à-dire qu'est-ce que la gauche, comment la gauche s'est emparée de ces questions, comment, pour dire les choses simplement et très rapidement, la question identitaire est venue percuter la question sociale et bouleverser une partie évidemment des repères de la gauche. Donc à partir de ce moment particulier des années 60-70 avec une évolution. Voilà. Donc ça c'est le cadre un peu dans lequel je situe à la fois mon travail et mon engagement maintenant depuis des années. Alors, ces dernières années, je suis revenu de travail surtout sur les États-Unis, le monde anglo-saxon,
Angleterre aussi, en partie sous la période de Blair. Je suis revenu en France parce que il m'a semblé effectivement que la France vivait aussi avec un décalage qui est dû à sa manière de traiter, si vous voulez, les questions d'identité culturelle, sociale, politique, de les articuler, de les mettre en regard, avec les difficultés que ça peut poser aussi, on y viendra j'imagine. Il m'a semblé que la France, avec un décalage, avec sa spécificité, qui n'est pas un modèle anglo-saxon, même si on peut distinguer le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, c'est pas la même chose, l'Australie, tout ça, bon, enfin, qui n'est pas dans le traitement du multiculturalisme du même ordre que ces grands pays, eh bien la France vivait aussi ces questionnements, vivait aussi cette mutation. Et donc je me suis mis, ça fait 10 ans maintenant, je crois que mon livre sur le communautarisme, les mythes et réalités du communautarisme date de 2007, donc ça fait 10 ans, je me suis mis à travailler sur le terrain français et la question française. Et là, donc j'ai développé, et c'est le cœur du propos aujourd'hui, donc je vais terminer par là, parce qu'en plus ça va être trop long, disons une approche, une manière de comprendre, de lire cette évolution sur l'âge identitaire en France, le tournant identitaire en France, donc à partir d'une manière de présenter le multiculturalisme qui est celle que je vais vous dire maintenant de manière très résumée. Donc pour moi, il y a, en fait, quand on parle de multiculturalisme, il faut essayer de bien comprendre ce dont il s'agit, parce que c'est là peut-être que naissent les malentendus, et on verra s'il y en a un, effectivement, sur ce sujet. Pour moi, quand on dit multiculturalisme, qui n'est pas un mot, d'abord, immédiat en français, hein, c'est la première chose qu'on peut dire, c'est un mot quand même largement importé, hein, qui ne fait pas partie de la sémantique française, ni des sciences sociales françaises, ni de la sémantique politique, mais il y a deux acceptions. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme de fait, qu'on pourrait aussi appeler, pour le dissocier, le pluralisme culturel. Dans une société, les grandes sociétés dans lesquelles on vit, les grandes sociétés ouvertes, comme l'est la France, qui sont des sociétés qui accueillent des migrations, qui sont ouvertes à des courants culturels, qui sont ouvertes sur le monde, dont les ressortissants voyagent, s'installent dans d'autres pays, etc. Donc ce sont des sociétés qui, de longue date, sont des sociétés multiculturelles de fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, avec Marcel Mauss, ceux qui ont fait la sociologie savent qui est Marcel Mauss, un des fondateurs de la sociologie française, qu'il appelait un fait social total, c'est-à-dire un fait social sur lequel les acteurs n'ont pas prise, sur lequel ils ne peuvent pas agir, qui s'impose à eux, qui est leur monde, leur société, le monde qui est celui dans lequel ils vivent. Ce multiculturalisme-là, il est simplement à constater. Et il est, si on s'interroge dessus, et si on peut avoir une opinion dessus, pour ce qui est de mon opinion à moi sur ce multiculturalisme, pour moi c'est quelque chose de tout à fait positif, c'est un fait positif. Les grandes sociétés ouvertes et multiculturelles sont des sociétés beaucoup plus riches, qui ont beaucoup plus de capacités d'innovation, beaucoup plus de rapports, disons, au monde qui permettent de se développer, etc. Évidemment, la France, comme d'autres grandes sociétés dans l'histoire, sont ces grandes sociétés multiculturelles qui, alors ça peut être degré de force, après on peut évidemment détailler dans l'histoire, hein, c'est pas univoque, ont su plus ou moins intégrer des différences. On a su soit, alors on a appelé ça les assimilés, il y a le modèle français assimilationniste qui a fonctionné pendant un moment, soit simplement davantage les juxtaposer, soit voir, et pour moi c'est un terme essentiel, qui a une valeur positive fondamentale, métisser des identités culturelles, des origines différentes. Et pour moi c'est même, pas pour raconter ma vie, mais à titre personnel, quelque chose de tout à fait essentiel dans ma famille, puisque j'ai une femme qui a des parents de 2 origines étrangères,
complètement différente, qui a un métissage particulier. Mes enfants sont des métis culturels complets. Et donc, pour moi, c'est une richesse et quelque chose de tout à fait essentiel. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme de fait, celui dont il me semble, dont il faut profiter à plein, dont il faut offrir la possibilité de profiter à plein à tout un ensemble, notamment de jeunes, soit qui soient d'origine étrangère, qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils soient nés ici, peu importe, en tout cas, il faut pouvoir continuer à maintenir cette société ouverte. Et c'est pour ça que ceux qui veulent la refermer, ceux qui veulent s'enfermer dans des frontières, qui veulent transformer les frontières en murs, hein, comme on dit aujourd'hui, sont évidemment, à mon sens, des adversaires, sinon des ennemis politiques. Et puis il y a un multiculturalisme que j'appelle normatif. Un multiculturalisme que j'appelle pas de droit par rapport aux faits, hein, des iure, des facto, c'est pas ça, c'est plus normatif au sens plus général, qui là me paraît beaucoup plus difficile, non seulement à accepter politiquement, ça on y viendra, mais à reconnaître comme quelque chose qui correspond à la manière dont, et là on retombe sur la question de l'identité, de qu'est-ce que c'est qu'une identité commune, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce que c'est qu'être français, etc., qui me paraît beaucoup plus difficile à non seulement accepter, mais à concevoir dans la manière dont la France s'est construite et continue de se construire et doit continuer de se construire dans son rapport au monde, justement, à cette diversité culturelle, etc. Le multiculturalisme normatif, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est en fait faire du multiculturalisme de fait, l'intégrer dans des institutions, le normaliser, le rendre d'une certaine manière obligatoire et contraignant, faire en sorte que ce multiculturalisme devienne une obligation plutôt qu'un possible, si vous voulez, qu'un choix possible, qu'une possibilité d'ouverture, qu'une liberté, qu'il soit une contrainte, une obligation. Et il est difficile pour moi, et ça fait partie de mon combat politique, et certainement on va avoir l'occasion d'en discuter de ce qui nous oppose avec Rokhaya Diallo, il est difficile pour moi d'accepter que, enfin je l'accepte intellectuellement, j'en débat bien volontiers, hein, évidemment, mais d'accepter par rapport justement à ma conception de ce que doit être la France, de ce que peut être la France, de ce que peut être aussi l'Europe, les sociétés européennes au sens plus large, hein, il y a une articulation ici à faire, difficile donc d'accepter qu'il y ait une normalisation ou une normativisation, pardon pour ce vilain mot, du multiculturalisme, une injonction au multiculturalisme, alors qu'il est simplement donc le fait, la liberté, etc. Et donc, qu'à partir de là, il me semble nécessaire de montrer qu'un certain nombre de ces injonctions, à partir en particulier de conceptions identitaires, soit fermées, soit très, si vous voulez, qui sont très, on pourrait dire, dirigistes, qui ordonnent l'identité des individus et des groupes à partir de tel ou tel critère, notamment de critères qui ont ou qui sont discriminés historiquement. Donc ça peut être effectivement la couleur de la peau, ça peut être l'origine, ça peut être des discriminations de toutes sortes, hein, les discriminations à l'embauche, au logement, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans les discriminations qu'on peut qualifier d'identitaires. Donc à partir de discriminations, les discriminations font partie du fait du multiculturalisme et doivent être combattues par des dispositifs, etc. Moi j'appartiens, j'ai la chance d'être nommé il y a 2 ans au conseil scientifique de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations contre les homosexuels, enfin LGBT en général. Donc on travaille, enfin, c'est quelque chose de tout à fait important, les dispositifs, la manière dont on lutte contre ça, mais on ne peut pas partir de ces discriminations, de l'existence effectivement dans la société de racisme, etc., pour en faire une norme sociale qui devrait s'appliquer à l'ensemble et assigner d'une certaine manière encore plus ces individus qui en sont victimes dans leur identité, pour s'appuyer sur cette identité comme un élément qui serait le seul
de leur manière de vivre parmi les autres et avec les autres. Donc il y a là quelque chose dans le passage du fait à la norme, j'y reviendrai dans le débat certainement, qui me paraît très dangereux parce que on touche à la fois dans cette assignation à une forme d'essentialisation. On renvoie chacun uniquement à ce qu'il est et pas à ses potentiels, à sa diversité identitaire propre, individuelle, etc. Nous sommes tous un composé d'identités extrêmement multiples. On est dans quelque chose qui ossifie en quelque sorte, qui calcifie les relations sociales et qui leur donne un côté évidemment conflictuel, quelque chose qui ne peut pas participer à la construction d'un commun qui est déjà bien attaqué, pour des raisons sociales bien sûr, mais pas que, aujourd'hui. Et donc je pense que là on a un danger identitaire qui se greffe sur notre situation déjà difficile. J'ai passé un petit peu, je suis désolé. Oui, bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir convié, Aïda Diallo et Julien Boucher, à échanger avec Laurent Bouvet. Effectivement, on a eu l'occasion d'échanger parfois par réseaux sociaux interposés, parfois de manière un petit peu virulente, hein, et c'est l'occasion de parler de manière un petit peu plus apaisée devant vous, que je remercie d'être présent. Alors, je remercie également Laurent Bouvet d'avoir commencé son intervention en expliquant d'où il parlait, donc je vais en faire de même. Donc je suis journaliste et réalisatrice, engagée effectivement dans les questions d'égalité de manière assez large. Je suis une femme française, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je suis une femme noire. Et je le précise parce que ça me semble extrêmement important. Alors évidemment, quand je parle du fait d'être noir, il ne s'agit pas de la couleur noire, mais vraiment de noir en tant que construction socio-historique. C'est-à-dire que voilà, si on veut être très très réaliste, ma couleur de peau est marron. Simplement, elle est associée à une histoire longue, multiséculaire, qui a construit la catégorie de la population à laquelle on m'a associée, donc qui est vraiment construite, hein, puisque c'est le fruit de la rencontre entre les Blancs et les Noirs qui a construit les Noirs dans une forme d'infériorité et qui m'associe de fait à cette histoire-là et qui a une conséquence sur à la fois ma vie, mais aussi mon expérience et ma perception. Et je trouve important de le préciser parce que depuis ma naissance, en fait, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente est affecté par ma condition à la fois de femme et de femme noire française. Parce que j'ai vécu dans un pays où j'ai grandi face à un écran de télévision, face à des écrans de cinéma, où les gens qui me ressemblaient étaient très très peu nombreux, donc j'ai eu très peu d'occasions de m'identifier, où lorsqu'ils étaient présentés dans des situations très particulières qui ont pu affecter à la fois mon ego et ma position, enfin en tout cas mon sentiment de légitimité en tant que Française. Et je trouve que c'est important de se positionner comme cela parce qu'il se trouve que j'appartiens à une catégorie de la population qui n'a pas le luxe d'occulter sa couleur de peau, puisque effectivement moi le matin quand je me réveille je suis Rokhaya Diallo, mais dès que je sors de chez moi la plupart des gens voient une femme noire et me traitent en fonction. Donc ça peut affecter ma vie quand je recherche un appartement, lorsque je vais chercher un emploi, lorsque je vais au restaurant, lorsque je cherche à bénéficier de certains services, eh bien je suis exposée au regard de personnes qui me perçoivent en fait avant tout comme une personne qui a une couleur de peau marron, qui politiquement donc est noire. Et je cite pour appuyer mon propos Pape Ndiaye, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit La condition noire, un des premiers ouvrages qui parlait des Noirs de France. Il dit « Il y a ceci de particulier avec la condition noire qu'on ne s'en échappe pas, qu'il est difficile de s'affranchir de son apparence noire et que celle-ci vous rattrape par le collet au moment où vous n'y pensez plus. » Et je trouve que c'est important de le rappeler parce que effectivement la plupart des gens qui ne sont pas et ça c'est applicable évidemment aux gens qui sont d'origine asiatique, d'origine maghrébine, qui ont une identité minoritaire visible. Et les gens qui ne sont pas concernés par cela peuvent finalement oublier, la plupart du temps dans leur vie, oublier le fait qu'ils ont une couleur de peau en fait, puisque finalement les couleurs qui sont nommées sont des couleurs minoritaires. Alors en termes de trajectoire politique, je n'ai jamais adhéré à aucun parti. Hein. Je fais partie d'une génération qui a plutôt eu un regard assez méfiant sur les organisations antiracistes proches, notamment du Parti socialiste. Et voilà, donc je voulais moi, dans mon intervention, parler de la notion de communautarisme dont on parle beaucoup, mais sur laquelle moi je m'interroge. Je dois vous avouer que j'ai du mal à savoir ce qu'elle signifie réellement. Donc je vais vous faire part de mes interrogations.
Dans les années 80, le Figaro magazine, c'était en 1985, titrait en une, sous l'effigie d'une Marianne qu'il présentait voilée, serons-nous encore français dans 30 ans? Ben, on y est là. Est-ce qu'on est encore français? On va, je pense, essayer de répondre à cette question. C'était un peu le fantasme et cette crainte de voir la République, quelque part, envahie par des signes religieux. Et on voit que cette question-là, qui a été posée il y a plus de 30 ans, est encore très très présente dans le débat public français. Alors, je voulais aussi citer le général de Gaulle, puisqu'il fait partie aussi des figures un petit peu iconiques de la culture politique française et même historique. Il disait, donc on lui attribue ses propos qu'il aurait confiés, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne sera plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Donc c'est intéressant de voir que selon sa conception, en tout cas de la France, il y avait une dose en fait maximale de minorité qui permettait à la France de rester telle qu'elle était, au-delà de laquelle la France risquait de se perdre dans son identité. Alors, j'ai le sentiment que ce terme de communautarisme est souvent cité en opposition, pour minorer l'impact de certaines luttes antiracistes. Notamment pour disqualifier certaines actions. Et ça, c'est mon sentiment, on en jouera dessus si vous n'êtes pas d'accord, et je pense que Laurent Bouvet n'est pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Alors, en France, on a tendance, de manière assez courante, à opposer l'universalisme dit républicain à un communautarisme qui serait le fait des minorités. Alors, on agite souvent le spectre du mauvais exemple américain, multiculturaliste, et en fait, les pourfendeurs du communautarisme croient y voir une menace contre notre sacro-saint modèle républicain. Et la notion même en France de minorité fait l'objet de rejet et en fait n'a pas d'appréhension vraiment juridique, puisque la France refuse de signer les traités internationaux qui mentionnent la qualité minoritaire, et cette minorité, qu'elle soit religieuse, ethnique, linguistique ou culturelle. Et elle reconnaît officiellement en fait soit des citoyens nationaux, parmi lesquels depuis l'adoption de Maastricht en 92, on distingue les ressortissants européens des autres étrangers. Alors, il faut rappeler aussi que on parle beaucoup d'une forme d'unité identitaire française. Parfois, on l'évoque dans certains champs politiques, mais il faut aussi rappeler qu'elle s'est effectuée par la force, que la langue française a été imposée par l'anéantissement des patois locaux après la Révolution, et que c'est aussi un héritage qu'on perçoit aujourd'hui dans le refus de reconnaître notamment les langues régionales, mais y compris les langues ultramarines qui sont extrêmement diverses et qui font de fait de la France un pays multiculturel. Si ce n'est le seul pays qui soit présent sur 5 continents et qui soit composé de personnes avec des origines absolument diverses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très très compliqué en France de revendiquer une identité minoritaire. Si on compare par exemple à un pays comme les États-Unis, que évidemment je ne considère pas comme un pays idéal, mais on revendique plus facilement le fait d'associer une origine avec son identité américaine. On va se dire facilement africain-américain, irlandais-américain, asiatique-américain. Ce qu'en France, en fait, on fait beaucoup plus difficilement, où on est souvent exposé à une demande de choix. C'est-à-dire, soit on est français, soit il est très très difficile de montrer que l'identité minoritaire, l'identité héritée n'est pas une menace pour l'identité nationale, et qu'au contraire, elle peut, comme c'est le cas aux États-Unis, ne pas être une opposition, et au contraire, elle peut même enrichir l'identité nationale plus générale. Et ce qu'on observe également, c'est que souvent, lorsque les minorités cherchent à s'organiser politiquement, les minorités, alors quand je parle de minorités, je parle des groupes qui sont minorés sur le plan ethnique, qui appartiennent à des groupes minorés, donc j'ai cité les personnes noires évidemment, parce que c'est évident me concernant, mais ça peut être aussi les personnes musulmanes, les personnes d'origine asiatique, d'origine maghrébine, etc. Eh bien, souvent, elles sont accusées de communautarisme, entre guillemets. Or, nier leur position minoritaire, c'est souvent nier les discriminations auxquelles elles sont exposées. Et par exemple, dès lors que quelques Arabes, quelques Noirs essayent de réaliser quelque chose ensemble, elles sont comme soupçonnées de comploter, de fomenter un complot qui remettrait en cause l'universalisme républicain.
Et c'est quelque chose qui est très, très audible dans l'opposition qu'on peut faire aujourd'hui aux jeunes associations, les jeunes mouvements antiracistes qui sont nés depuis 2005, hein, et vraiment qui sont nés en opposition avec l'antiracisme institutionnel qui se prétendait aveugle aux couleurs, qui avait une espèce de position un peu qui surplombait les conditions minoritaires. Et depuis 2005, on a observé que des associations sont nées, comme le CRAN, qui est le Conseil représentatif des associations noires, mais d'autres associations comme l'Association des jeunes chinois de France, la Voix des Roms, des collectifs qui nommément ont décidé d'appréhender une condition minoritaire et qui étaient menés par les personnes directement concernées par ces discriminations particulières, parce qu'elles avaient le sentiment que l'antiracisme institutionnel soutenu par l'État n'appréhendait pas nécessairement les discriminations spécifiques auxquelles elles étaient exposées. Et il est intéressant de rappeler que SOS Racisme, dans les années 80, est né sous la bannière d'un slogan qui était « Touche pas à mon pote ». Et ce terme-là, je le trouve extrêmement parlant, dans le sens où, lorsqu'on dit « touche pas à mon pote », qui parle, ce n'est pas le pote. C'est une personne qui décide de le protéger, qui vraisemblablement n'est pas elle-même exposée aux discriminations, ou en tout cas prend la parole pour la personne minorée et victime de racisme et décide de le protéger. Et c'est une position que j'estime paternaliste, ou maternaliste, hein, si vous voulez être vraiment dans l'inclusion totale, et qui, pour moi, est problématique parce qu'elle ne permet pas à la parole des premiers concernés de s'exprimer directement. Et l'histoire des SOS Racisme aussi est assez intéressante dans le sens où, en 1983, lors de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a été justement rebaptisée par les médias Marche des Beurs, elle était née d'une violence policière. Un jeune homme, Tumi Jaija, avait reçu une balle dans le ventre. Il avait 19 ans à l'époque de la police, et suite à cette violence, il avait décidé de marcher avec d'autres personnes, et la marche, on pourra développer par la suite, mais en tout cas la marche a été un grand succès, mais elle s'en prenait aux violences policières, hein, sachant que la police est une institution qui dépend de la République, hein, qui est vraiment un reflet de la République. Et ce discours-là, qui quelque part d'une certaine manière dénonçait les violences institutionnelles, a disparu lorsque SOS Racisme a été créé l'année d'après, puisque SOS Racisme a adopté un discours que j'estime peut-être un petit peu plus moral, où on était dans les méchants racistes et les gentils antiracistes, donc plutôt la droite, la gauche, enfin voilà. Une espèce d'idée qu'à gauche, les idées racistes s'arrêteraient à une frontière politique et miraculeusement épargneraient les personnes qui sont écartées à gauche, ce que je conteste, mais qui semblait assez présent dans le discours d'SOS Racisme. Et du coup, la question de la violence institutionnelle a disparu, aussi parce que SOS Racisme est une association qui a été extrêmement fortement financée par l'État, et de fait, il est difficile de dénoncer la main qui vous nourrit, je pense. Alors, pour la question du communautarisme, je pense aussi qu'on a tendance à confondre communautaire et communautarisme. Ce sont deux mots très différents. Je pense qu'on appartient tous à des communautés, une communauté familiale, une communauté amicale, une communauté d'intérêts, et le fait de se regrouper en fonction de ces intérêts différents n'est pas nécessairement un projet politique communautariste, parce que lorsqu'on entend parler de communautarisme, on a le sentiment qu'il y a un projet vraiment politique séparatiste, et c'est cela qui m'interpelle. Et de la même manière, le communautarisme le plus évident, à mon sens, en France, celui qui est plutôt blanc, plutôt masculin, plutôt hétérosexuel, plutôt issu des classes dominantes, et qui contrôle d'une certaine manière les sphères de pouvoir économique, médiatique, politique, et bien celui-là, il n'est jamais dénoncé, il ne semble pas déranger grand monde, puisqu'il n'est pas proclamé. Il est quelque part, il est induit en fait, il ne porte pas son nom, mais on voit bien que s'il y a des catégories qui sont capables de s'organiser aujourd'hui pour préserver des intérêts, eh bien ce sont des catégories qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas présentées comme étant des catégories ethniques ou des catégories sociales, et pourtant, lorsqu'on observe de manière très clinique en fait les origines sociaux, ethniques des personnes qui sont à la tête des institutions de pouvoir en France, on voit bien qu'il y a une forme de récurrence dans un certain nombre de profils. Et ça, on pourrait estimer que c'est du communautarisme. Or, cette accusation-là n'est jamais dirigée vers ces groupes et ces institutions. Sur la question
du communautarisme, je voulais aussi rappeler que en 2007, il y a une experte indépendante des Nations Unies, Gay McDougall, donc une experte indépendante des Nations Unies qui avait effectué un rapport sur la France. Donc c'est une experte qui voyage à travers le monde et qui effectue des rapports sur les pays tous les ans. Et son rapport sur la France dénonçait une ségrégation de fait dans les banlieues populaires les plus pauvres, où les minorités visibles étaient fortement concentrées. Ce qui traduisait, selon elle, l'absence de la puissance publique d'assurer un mélange des populations. Et c'est intéressant de voir que finalement, certaines personnes sont réunies, pas nécessairement des personnes qui sont de la même origine, mais en tout cas des personnes qui sont issues de groupes minoritaires, sont réunies sur le plan spatial, mais dans une organisation qui n'est pas de leur fait. C'est une organisation qui leur est imposée, à la fois par leurs conditions sociales, mais aussi par leurs pratiques, qui ont été dénoncées, parfois les pratiques des bailleurs sociaux, qui consistent, pour des raisons qui leur appartiennent, à parfois vouloir réunir des personnes en fonction de leurs origines. Ça a été très très courant dans les années 70 et 80, où on avait tendance à vouloir constituer dans les banlieues populaires, à vouloir mettre ensemble les Maliens avec les Maliens, les Algériens avec les Algériens, en estimant, en supposant que ça ferait plaisir à ces personnes immigrées et à leurs enfants. Et on a constitué des ghettos, mais sans finalement avoir l'accord des personnes concernées et sans qu'il y ait vraiment de volonté de leur part ou de démarche visant à vivre ensemble. Et ça, c'est une communautarisation qui pourrait être questionnée, pourrait être discutée, pourrait être dénoncée, puisqu'elle a été organisée non pas par les personnes qui sont traditionnellement, en tout cas régulièrement, accusées d'être communautaires. Un autre phénomène qu'elle a aussi observé, c'est aussi le phénomène de gentrification, de bourgeoisement urbain qu'on observe dans de grandes villes, qui modifie le visage des quartiers populaires, notamment, ça c'est quelque chose qui est très observable à Paris, parce que quand on va dans l'Est parisien, on voit vraiment une évolution assez remarquable du visage des habitants des quartiers populaires, qui étaient fortement avec une forte concentration de personnes issues d'immigration postcoloniale il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et parallèlement, on observe des pratiques parfois scolaires qui montrent un certain décalage entre les habitants de ces quartiers et la composition en fait, socio-ethnique des établissements scolaires publics. Donc on voit qu'il y a des pratiques des parents qui vont parfois, par crainte pour la scolarité de leurs enfants, ne pas scolariser leurs enfants dans ces quartiers populaires dans lesquels ils vivent. Et donc laisser les personnes les plus pauvres et souvent issues de l'immigration postcoloniale entre elles, donc on va avoir des écoles très très colorées, et qui ne sont pas du tout à l'image des personnes qui vivent dans ces quartiers-là, et donc finalement une démarche de séparation qui n'émane pas encore une fois des personnes qui sont souvent ciblées par les accusations de communautarisme. Donc je trouve que cette notion est souvent brandie comme une accusation qui vise à invalider, il me reste pas beaucoup de temps, je sens l'agitation de ce côté, mais j'ai presque terminé, qui vise à invalider certaines démarches antiracistes, l'antiracisme politique qui est très très vif depuis quelques temps, mais qui pour moi est une notion creuse pour laquelle je demande encore une définition. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur, si vous voulez réagir. Oui, bah pour peut-être commenter certains aspects, tout à fait. Sur le communautarisme, je vais... parlons du communautarisme lui-même. Alors le communautarisme, c'est un terme qui est presque encore plus lointain de l'oreille française, du français, que multiculturalisme. Parce que c'est vraiment une notion étrangère au vocabulaire politique, social français, pour une raison que vous avez rappelée, qui est qu'en France, c'était déjà le cas avant la Révolution française, pour différentes raisons, mais au moins depuis la Révolution française et surtout avec la République, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté des citoyens. C'est-à-dire que, qui se calque très exactement sur la communauté nationale, puisque la nation est conçue comme une nation de citoyens, une nation civique, une nation qui est une nation qui résulte du choix d'entrer dans le contrat social, d'adhérer à des principes
par rapport à une conception qu'on connaît, qui est plutôt la conception allemande, qui est une nation organique, ethnique, où on est allemand parce que on est de descendance allemande, etc. Par exemple, je donne juste un exemple qui est très intéressant sur la langue. Si certains d'entre vous connaissent l'Allemagne, ont des amis allemands, vous avez certainement remarqué ça par rapport à la France, et c'est encore différent pour l'anglais, mais enfin bon, je reste sur la France et l'Allemagne, mais les Allemands n'ont l'idée que nous on a de la francophonie avec ce français qui est une langue parlée justement sur les 5 continents, etc., à laquelle on attache de l'importance, etc., qui a une projection de l'universalisme à la française. Pour les Allemands, ça n'a aucun sens. L'allemand, c'est la langue des Allemands. Et quand ils rencontrent d'autres gens, ils s'en foutent que les gens parlent allemand. Ils trouvent ça d'ailleurs assez bizarre que pendant des décennies, les petits écoliers français aient vraiment appris l'allemand, qu'on ait fait de l'allemand une langue de sélection à l'entrée du collège, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter, par exemple, avec des amis allemands de musique. Par exemple, ils ne comprenaient pas pourquoi j'aimais Schubert. Ils me disent, mais t'es français, pourquoi t'aimes Schubert? Il y a des très bons musiciens, Aristide Berlioz, etc. Schubert, c'est un musicien allemand, donc c'est un truc allemand, quoi. Voilà, donc ils comprennent. Je ne vois pas pourquoi, voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique de la manière dont on conçoit le rapport à l'identité. C'est-à-dire que pour la France, l'identité, c'est une identité qui... Alors, c'est là où sans doute est le nœud, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une identité qui répond, particulièrement évidemment depuis la Révolution, à une volonté, à une forme extrêmement volontaire de construire ensemble quelque chose qui s'inscrit alors dans l'histoire, qui rayonne dans le monde, etc., avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Hein, si on parle du colonialisme, etc., évidemment, bon, c'est forcément ce raisonnement, ce retentissement, ce raisonnement de la culture française, etc., bon, est évidemment toujours à regarder sous ces deux aspects. Mais cette identité, elle est conçue comme quelque chose qui s'inscrit aussi, donc là on pourrait parler d'Ernest Renan, de Péguy, La République, notre royaume de France, dans une continuité historique. C'est-à-dire que, et là ça rejoint les fameuses angoisses du Figaro Magazine de l'époque Powell, dans les années 80, parce que c'est aussi l'époque où le Figaro Magazine parlait de sida mental à propos de la jeunesse qui manifestait. Bon, donc on était vite accusé de tout un tas de turpitudes. Mais c'est l'idée qu'il y a une inscription dans l'histoire, mais que cette inscription dans l'histoire n'est pas commandée par un rapport à une fixité identitaire. C'est-à-dire que ceux qui revendiquent la fixité de l'identité française, que j'assimilerai à ceux qui veulent refermer la société, à ceux qui veulent construire des murs, qui disent la France, et c'est un peu différent de ce que disait De Gaulle. Bon, c'est des propos rapportés en plus, c'est Perfit qui rapporte ces propos, donc on ne sait pas exactement, c'est la seule occurrence qu'on a de Gaulle par Landras. Donc, mais en tout cas, c'est pas évidemment, De Gaulle n'était pas du tout là-dedans, mais peu importe, mais ceux qui veulent, il y a eu dans l'histoire française des gens qui ont voulu fixer l'identité française. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas du Figaro Magazine, c'est quelque chose de très ancien. Eh bien, cette idée que la France serait la fille aînée de l'Église, la nation très chrétienne, la nation blanche occidentale, issue, etc., ce sont des éléments qui ne sont pas faux historiquement. La France vient bien d'une construction politique avec les Romains qui se sont mêlés aux Gaulois, aux tribus qui étaient complètement assimilées. Ensuite, il y a eu les tribus germaines. Ensuite, bon. Donc il y a une construction avec une volonté centralisée très forte, ce qui nous distingue d'autres nations. Hein. L'État a construit très largement la nation en France. Mais cet aspect constructionniste qu'on trouve déjà sous la monarchie, qu'on va retrouver après la Révolution, ça nous donne quelque chose de très particulier qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays, sur justement cette idée que on va, alors parfois au forceps, on oblige les petits Bretons à l'école à arrêter de parler breton, hein, parce qu'il faut qu'ils parlent français. Parce que le français, c'est la langue de l'émancipation. Le breton, c'est la langue qui va pas leur permettre de décoller leurs pieds de la terre, etc. etc. C'était ça, hein, l'école de la République. Donc, c'est cette idée qu'on va construire une nation, qu'on va construire quelque chose, qu'on va construire une identité commune. Ce qui veut dire que dans cette identité commune, et ça nous amène vers la marche des beurs
Marche pour l'égalité contre le racisme. Oui, bien sûr, je fais ça exprès. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en ai vu plein à l'époque, qui se revendiquaient et qui commençaient à reprendre le terme beurre. Hein. Donc, qu'est-ce que c'était que cette marche? C'était suite au début des émeutes urbaines, qui ont commencé à la fin des années 70, notamment dans la région lyonnaise. C'était l'idée, la deuxième génération, hein, les gens qui commençaient à arriver à la conscience politique, qui étaient issus de la première génération de l'immigration maghrébine en particulier, de la France industrielle, etc., qui savaient qu'ils allaient rester, qui savaient qu'ils devenaient français et qui voulaient devenir des Français à part entière. C'était une marche pour l'égalité. Hein, c'était vraiment l'idée d'intégrer la nation française. Comme le mouvement des droits civiques était la volonté, alors là, ce n'était pas des immigrants récents, c'était des esclaves qui avaient été amenés une génération avant, qui étaient parmi les premiers Américains, évidemment, qui voulaient, les Noirs, après 100 ans de ségrégation, qui voulaient, dans les années 60, devenir réellement partie prenante de la nation américaine. Hein? Donc c'était des mouvements d'intégration dans quelque chose qui les dépasse, qui dépasse l'identité propre, etc. Et qu'est-ce que c'est le tournant identitaire qui a touché les Noirs américains à la fin des années 60, début des années 70, qui a touché en grande partie ces beurs de la marche et SOS Racisme n'y a pas été pour rien, et je confirme que c'était bel et bien une opération politique de récupération, etc. Là-dessus, on sera tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire le tournant identitaire? Ça veut dire qu'à partir d'une volonté de rejoindre, alors soit au sens américain le creuset, le melting pot, soit de rejoindre la nation intégratrice à la française, de participer à l'histoire, de rentrer dans l'histoire de la France. Qu'est-ce que ça veut dire le tournant identitaire? Ça veut dire qu'on commence à revendiquer non plus d'intégrer quelque chose qui nous dépasse, de se mettre à l'intérieur d'un ensemble qui est déjà constitué mais qui est ouvert et qui nous accueille, mais de revendiquer une identité propre en fonction de la couleur de la peau, en fonction de l'origine de ses parents, pour dire cette nation, cette société dans laquelle nos pères, nos mères voulaient rentrer, étaient prêts à s'intégrer, encore une fois, degré, plus ou moins de force, etc., avec des... Là, je suis tout à fait d'accord avec des modulos, mais enfin, il y avait aussi, pendant la guerre d'Algérie, les harkis qui voulaient être français. Enfin, donc, cette histoire est compliquée. Hein, c'est pas... Donc, nous ne voulons plus nous intégrer à cet ensemble. Nous voulons que cet ensemble nous reconnaisse pour ce que nous sommes, à raison d'un des critères de notre identité. Un critère saillant. Pour des raisons en partie valables, parce que cet ensemble, cette société à laquelle on veut s'intégrer, nous refuse les moyens de notre intégration, les ghettos, l'échec scolaire, le chômage, le taux de chômage supérieur dans les quartiers, etc. Donc nous refuse une partie le racisme, c'est le début du Front National, hein, c'est ce moment-là. Nous refuse pour X raisons, ou aux États-Unis, le mouvement de réaction contre les Noirs, etc. Donc nous refuse l'accès, mais aussi pour une raison qui n'est pas, à mon sens, valable, et c'est là, il y a une distinction quand même à faire, tout ça est quand même très complexe et très subtil, qui est que Black is beautiful, que être issu de l'identité de maghrébine, venir du bled, etc., c'est quelque chose qui doit être valorisé en tant que tel, voire pour certains afrocentrisme, voire pour certains dans les premiers théoriciens de cette identité maghrébine mise en avant, que c'est mieux que l'identité blanche occidentale, etc., qu'il y a quelque chose de supérieur qui viendrait de l'identité propre et qu'il faut donc mettre ça en avant comme quelque chose dont on doit être fier, voire super fier, donc avec des gradations. Hein, l'afrocentrisme, c'est le bout du bout de la revendication d'une supériorité de, entre guillemets, la race africaine. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, et les afrocentristes revendiquent ça. Donc de l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur dans une identité différenciée, dans une identité minoritaire. Donc on a à la fois effectivement la discrimination, on a à la fois un blocage par rapport à la société dans laquelle une génération précédente, pour simplifier, voulait s'intégrer, et en même temps, dans ce temps du blocage, et c'est très compliqué
c'est presque la poule et l'œuf, hein. On est sur il faut regarder ça très près. En même temps, cette revendication d'une identité qui s'exacerbe. Et le tournant identitaire, c'est qu'on va voir flamber, d'une certaine manière, ces revendications à partir d'un critère identitaire, qu'on va voir, les féministes américains vont copier le tournant identitaire noir sur la revendication, le passage de Martin Luther King à Malcolm X pour simplifier les choses, vont le copier, vont revendiquer elles aussi, c'est la deuxième grande vague du féminisme, une identité spécifique, féminine spécifique, qui est irréductible à l'identité masculine, etc. Donc, le commencement de toute la construction du genre dans cet aspect. Il y a aussi les homosexuels, il y a tout un tas, dans les religions, avec le retour de l'évangélisme, qui va être un évangélisme blanc mais aussi noir aux États-Unis. Il y a dans l'islam, dans les années 70, que Gilles Kepel a appelé la revanche de Dieu, avec la montée en puissance des premiers fondamentalistes, le retour du fondamentalisme au sein de l'islam, etc., etc. Y compris d'ailleurs en Israël, en 77, c'est pour la première fois la droite israélienne qui gagne les élections, alliée au parti très d'extrême droite, hein, alors que jusque-là, ça avait été beaucoup plus constant. On voit le retour très fort de cette revendication et des oppositions, hein, des chocs entre communautés, entre des groupes qui se constituent, dans lesquels l'individu, à partir d'un critère de son identité, mis en avant, se retrouve avec les autres qui mettent en avant ou dont on met en avant ce critère pour constituer un groupe distinct de l'ensemble et revendiquant vis-à-vis de l'ensemble une forme de retrait, de supériorité, d'opposition, de revendication de nouveaux droits, etc., de droits différenciés, etc., etc. Et on peut lire ça aussi, par exemple, sur les identités régionales. On pourrait parler de la Corse, pareil, des années 70, hein, le mouvement corse autonomiste qui commence à ce moment-là, avec l'attentat de la plaine d'Aléria en 1974, etc. Donc on est dans quelque chose qui touche l'ensemble des grandes sociétés, sous des formes assez variées, hein, selon les spécificités, et qui va donner depuis, on est sur 40 ans maintenant, hein, donc c'est assez long, qui va donner à nos sociétés multiculturelles un aspect beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus difficile à intégrer, surtout qu'en même temps, il y a évidemment la crise économique. Hein, c'est contemporain de la grande crise économique qui commence dans les années 70. Donc on a évidemment beaucoup moins de grains à moudre, beaucoup moins de facilité pour offrir l'intégration à ceux qui viennent d'arriver, aux deuxième génération, etc. Ça prend plus de temps. Et je termine juste là-dessus, simplement, ce qu'on regarde au bout de 40 ans, ou au bout de 30 ans si on prend l'expérience de la marche pour l'égalité, etc. Ce qu'on observe, c'est malgré tout que, malgré les difficultés économiques, malgré ce tournant, cet âge identitaire, on a quand même, dans les différents pays, à différents degrés, une intégration qui s'est faite suivant la modalité de l'entrée dans le grand ensemble, soit melting pot, soit la communauté des citoyens, enfin peu importe comment on l'appelle, selon les pays, de ces différentes minorités, de ces différentes parcelles de revendications identitaires qu'on observe à différents moments. On a une amélioration du droit des femmes, quand même, depuis 40 ans, considérable, même s'il reste toujours beaucoup à faire, on est bien d'accord, en termes d'égalité. Voilà, on a quand même une amélioration très très nette. Regardez sur 40 ans la cause homosexuelle, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Il y a encore 40 ans en France, l'homosexualité était un délit pénal. Hein. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Sur les revendications, les minorités, alors régionales, etc., je dis ça, il y a la Catalogne, ça pousse un peu, mais enfin, on voit quand même qu'il y a eu des autonomies, etc. Regardez, si on reste en France, le statut de la Corse, bon, avec il y a même des députés maintenant autonomistes corse à l'Assemblée nationale, depuis les dernières élections, bon, il y a une autonomie, etc. Donc il y a eu quand même la reconnaissance de ces revendications, et malgré tout, une intégration, et si on prend les générations de la population d'origine maghrébine, dont je parlais tout à l'heure avec la marche des beurs, etc., on voit qu'aujourd'hui, dans la société française, même si évidemment il continue à y avoir des discriminations, même si évidemment il continue à y avoir des problèmes, c'est comme pour la cause féminine, pour les homosexuels, eh bien on voit quand même qu'il y a très largement aussi, malgré la crise économique, malgré ces difficultés identitaires, très largement une intégration avec des gens qui sont devenus pleinement, entièrement français et qui continuent, qui ont des noms d'origine arabe, etc., et qui participent pleinement, qui sont dans tous les métiers, etc., même si, encore une fois,
il y a des spécificités. Si on regarde la population carcérale, comme aux États-Unis, évidemment, il reste des indicateurs. Mais on est quand même dans quelque chose qui a réussi à progresser. Donc vous voyez, le paysage est complexe. Et quand on parle de communautarisme, évidemment, on durcit le trait, hein, on parle de ce qui ne va pas, mais il faut voir, me semble-t-il, l'ensemble. Merci beaucoup. Vous allez réagir, on prendra ensuite les questions. D'accord. Il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit, donc je pense que je ne pourrai pas répondre à tout, mais peut-être que des choses ressurgiront des questions. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les citoyens français partagent une communauté de destin politique. Ce que je pense, en revanche, c'est que les personnes qui partagent, appartiennent à des minorités, partagent une condition en fait commune. C'est-à-dire que des personnes qui sont asiatiques, d'origine asiatique, qui sont d'origine maghrébine ou qui sont noires, n'ont pas de point commun nécessairement culturel, mais elles ont une condition commune, et elles ont pour point commun d'être perçues et traitées comme des personnes noires, comme des personnes arabes, des personnes asiatiques en France. Et de fait, le point commun, je prends mon exemple encore une fois, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant de parler de quelque chose qu'on connaît. Le point commun que j'ai avec les autres noirs de France, c'est que je suis vue comme une noire, et je suis traitée comme eux, de la même manière, et qu'on peut partager des expériences tout à fait similaires, même si on ne vit pas aux mêmes endroits, et même si parfois on n'est pas tout à fait aux mêmes endroits, y compris socialement. Ce que revendiquent les groupes qui sont constitués sur la base de minorités, c'est justement l'application des principes républicains. Et on leur reproche de pourfendre les valeurs républicaines, alors qu'au contraire, ce que demandent ces groupes, c'est de voir ces principes-là s'appliquer à eux-mêmes. Et je crois que ignorer les différences qui peuvent exister entre les gens du fait de leurs conditions et de la perception qui en découle, c'est quelque part être aveugle et volontairement faire état de cécité par rapport à une situation inégale qui est assez évidente. Et je pense que cet universalisme qui pour moi est une fiction qui prétend ne pas avoir de différence entre les citoyens conduit à des différences de traitement très très explicites. Alors Aïda Diallo a eu l'amabilité de mentionner l'exposition que j'organise à la Maison des Métallos à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle Afro, qui est tirée d'un livre qui s'appelle Afro également, que j'ai écrit et sur lequel je travaille avec une photographe qui s'appelle Brigitte Sombier, qui est une centaine de portraits de personnes afrodescendantes qui ont fait le choix de porter leurs cheveux crépus naturels. Alors, si vous n'avez pas les cheveux crépus ni frisés, cette question peut vous sembler complètement superficielle, voire absconse. Or, c'est une question qui est éminemment politique. Pour quelle raison? Alors, la raison, c'est on vit dans une société où les canons de beauté qui sont érigés notamment dans les unes des magazines féminins et dans toutes les productions culturelles sont des canons qui sont plutôt des canons blancs, qui tendent, il y a d'autres critères évidemment, la minceur, la jeunesse, mais plutôt des peaux pâles, des cheveux pâles et des cheveux raides. Et donc les personnes qui ne correspondent pas à ces canons de beauté ont tendance en fait à adopter des pratiques esthétiques qui les forcent d'une certaine manière à tendre le plus possible vers cette norme. Qui est parfois implicite et parfois très explicite. Donc beaucoup des femmes afrodescendantes, qu'elles soient noires ou d'origine maghrébine, se lissent les cheveux, les défrisent, portent des extensions, les cachent, les masquent, etc. Ils ne peuvent pas finalement se permettre, comme les femmes blanches, de porter leurs cheveux naturels. Et donc et c'est le cas aussi de certains hommes, celles qui font le choix de le porter au naturel, quelque part font un choix qui est à contre-courant de ce qui leur est quelque part demandé. Et de ce fait, pour moi, c'était des portraits qui étaient intéressants. C'était intéressant que des gens se racontent sur le plan identitaire à travers ce choix, qui est un choix politique. Et pourquoi c'est politique? Si la République est aveugle à ces différences, eh bien, ce qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que les coiffeurs de France, qui sont diplômés de diplôme de l'éducation nationale et qui ont des CAP coiffure, eh bien, ils sont formés pour coiffer uniquement les cheveux raides. Donc moi, demain, si je veux aller chez un salon de coiffure pour me coiffer, en tant que Française citoyenne égale à tous les autres, eh bien, je ne peux pas aller chez Jacques Desange ou chez Franck Provost, parce que les coiffeurs, eh bien, ne savent pas coiffer mes cheveux. Parce que l'éducation nationale considère que le fait de coiffer des cheveux comme les miens n'est pas une compétence nécessaire dans la France actuelle. Alors, est-ce que le fait de demander à l'éducation nationale de tenir compte de ma spécificité, que je partage avec des millions de personnes, est-ce que c'est finalement une revendication qui, moi, est-ce que ce serait de ma part de revendiquer une identité particulière et vouloir imposer à tout le monde mon identité de noir que j'estimerais plus belle et plus importante que les autres? Non, c'est simplement demander un traitement égal et pouvoir accéder à des services qui sont des services tout à fait
voilà, tout à fait standard, c'est-à-dire je veux pouvoir acheter mon shampoing à Monoprix comme tout le monde. Or, ce n'est pas le cas, pour la simple raison que ma texture capillaire n'est pas considérée comme étant une texture qui justifie une formation. Et ça, pour moi, c'est important de le dire parce que certains vivent ces affirmations esthétiques, le fait de célébrer la beauté noire. Ils le vivent comme une affirmation, ils ou elles le vivent comme une affirmation, comme une agression, alors qu'il s'agit simplement de renverser un stigmate. Parce que je vous ai expliqué de quelle manière, tout à l'heure, moi j'ai grandi dans une France où je ne me reconnaissais pas, où je ne voyais que très rarement des personnes qui me ressemblaient, et les conséquences que ça peut avoir sur l'ego, sur la construction personnelle identitaire. Et de voir finalement beaucoup de personnes noires représentées dans des rôles où elles sont ridiculisées, où ce sont des femmes qui sont, des femmes ou des hommes d'ailleurs qui sont ridiculisés, qui sont considérés comme, dont l'être est considéré comme laid. Donc le fait de revendiquer la beauté noire, c'est une manière d'inverser cette affirmation qui est répétée pendant des décennies à des personnes qui ont besoin de se conforter. Donc ce choix que j'ai fait de faire ce livre afro, où j'ai interrogé une centaine de personnes, et y compris des personnes comme Christiane Taubira ou l'ancienne ministre Georges Collangevin, mais aussi des rappeurs comme Youssoupha, Kazed, des personnes issues de la culture populaire, tout comme une classe de 4e de Bobigny, une enseignante, des comptables, qui se racontent, et j'ai choisi de les inscrire dans le paysage parisien, parce que Paris est un personnage du livre et de l'exposition, parce que je souhaitais montrer ce Paris, justement, qui n'est pas seulement le Paris d'Inès de la Fressange ou de Caroline de Maigret, que je salue, qui sont de parfaites parisiennes, mais qui est aussi celui d'Imani, d'Aïssa Maïga ou encore de Youssoupha que j'ai déjà cité. Et c'est important pour moi de revendiquer cela, car cela permet de conjurer une norme dominante, qui est une norme esthétique, qui finalement invisibilise l'identité minoritaire. Et je pense qu'il est très important d'avoir des référents pluriels. Il est vrai, comme l'a dit Laurent Bouvet, que la situation s'est améliorée depuis les années 80, fort heureusement, mais il est aussi vrai que les amateurs de cinéma français qui regardent la France depuis l'extérieur à travers les films qui sont produits n'ont pas la moindre idée de mon existence et de l'existence de personnes qui me ressemblent et qui sont très peu présents dans le cinéma français. Et lorsqu'on voit des personnes qui me ressemblent, beaucoup d'entre elles, alors ça change évidemment, mais beaucoup qui sont d'origine asiatique, alors tout ça c'est malheureusement il y a rien, donc il y a très peu de choses dans l'imaginaire collectif qui associent les asiatiques à qui que ce soit. Nous au moins on a les dealers et les sans-papiers, et donc du coup c'est vrai qu'il y a une absence totale en tout cas une présence très minoritaire, même s'il y a des films, on a pu voir cette année des films qui ont montré des visages différents, mais qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Et de ce fait, pour moi, il est important de souligner cette absence-là pour permettre de proposer une image qui soit réaliste, en tout cas qui corresponde à la France telle qu'elle est. Et le fait de le nier et de considérer que tout se vaut, que tout le monde est pareil, qu'on ne devrait jamais souligner telle appartenance, eh bien pour moi ça ne favorise que les personnes qui sont déjà en position de domination. Évidemment, si on ne fait pas l'effort de réfléchir à l'impact qu'a la discrimination sur les femmes, sur les personnes homosexuelles, sur les personnes qui ne sont pas blanches, eh bien nécessairement tout ce qui est fait mécaniquement ne bénéficie qu'aux hommes blancs hétérosexuels, puisqu'il n'est pas besoin de réfléchir pour les conforter. Si on veut servir véritablement les principes de la République à tous les citoyens de manière équitable, il faut penser à la situation de chacun. Mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a qu'une seule ligne de métro qui soit intégralement accessible aux personnes handicapées. Il a été nécessaire de faire voter une loi, et il est nécessaire de penser la société pour qu'elle soit adaptée à toutes les particularités. Et ça, pour moi, c'est important, et c'est pas une revendication qui vise à minorer ou à s'inscrire dans une forme de suprématie, mais simplement un équilibre par rapport à une domination, encore une fois, qui est historique. Donc il y a des conséquences très profondes parce qu'elle a été construite au fil des siècles, et on ne peut pas la conjurer en quelques secondes, en quelques coups de baguette magique. Donc il y a des initiatives qui sont très diverses, des initiatives artistiques, politiques, mais de toutes formes et de tout genre, qui pour moi souligne l'incidence que peut avoir une condition sur la vie de plusieurs millions de notre concitoyens. Et encore une fois, je crois que la fierté d'appartenir à une communauté, entre guillemets, en tout cas un groupe
qui est minorée, ce n'est pas une fierté qui est en contradiction avec les autres groupes, c'est une fierté qui est nécessaire car il est important d'investir des terrains qui sont ceux... il est important de retourner en fait tous les préjugés qui ont été opposés à certains. Et la Gay Pride, évidemment qu'elle est nécessaire, je pense, parce que les homosexuels, il y a encore quelques décennies, l'homosexualité était encore pénalement répréhensible. Donc le fait de revendiquer la liberté homosexuelle, c'est un pas nécessaire vers la normalisation et vers l'égalité. On est obligé de passer par la revendication d'une fierté, l'affirmation d'un corps différent du corps normé, tel que esthétiquement validé, pour pouvoir ensuite s'inscrire dans quelque chose d'égal. Mais pour moi, il est impossible de faire l'impasse sur cette étape qui, à mon avis, est nécessaire. Merci beaucoup. Merci. On va prendre désormais quelques questions, peut-être plusieurs, et puis on va essayer de répondre. Donc si quelqu'un peut réagir maintenant. Oui. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour rebondir à ce qu'a dit monsieur Louvet. Excusez-moi. Merci. En fait, je pense que, et c'est sur ça que je rejoins Madame Diallo, c'est que je pense que vous êtes passé un peu à côté de ce qu'est, notamment quand vous avez parlé de l'afrocentrisme comme un peu d'une doctrine suprémaciste. Je pense que vous passez sur le fait que l'afrocentrisme, c'est plus Farrakhan et c'est plus les Black Muslims ou la Nation of Islam. L'afrocentrisme, c'était juste de renverser en fait nos références qui sont seulement blanches et occidentales pour nous voir inclure dans un imaginaire, notamment pour les afrodescendants, un peu de retourner la carte et de montrer que notre société est construite autour de canons de représentation qui sont uniquement blanches et occidentales et de mettre en valeur le fait que nous existons ici et qu'on veut mettre en avant, on ne met pas en avant notre identité. Et ça, par exemple, ce n'est pas une mise en avant de mon identité, c'est seulement la réclamation du... C'est un Raphaël Gérard. C'est pas seulement une mise en avant de mon identité, c'est pas une réclamation offensive, et ça, justement, c'est votre regard qui devrait changer et non pas ma façon de l'exposer. Vous le voyez peut-être comme quelque chose d'offensif dans la réclamation, mais c'est simplement dire ce que je suis, et c'est simplement porter un vêtement en réalité. Et donc, je veux illustrer que c'est le regard notamment des personnes blanches, donc qui saisissent pas la dimension empirique de notre expérience en tant qu'afro-descendants en Occident. C'est votre regard qui doit changer sur ce que vous considérez comme quelque chose qui est offensif et qui finalement n'est que dire ce que je suis et ne dit pas ce que vous n'êtes pas ou ce que vous devriez être. Il n'y a aucun sens de suprématie. Et quand on parle de fierté noire, de Black Pride, de Black Girl Magic, etc., c'est simplement redonner une fierté face à un système qui est dans l'oppression, on a dépeint par exemple les seuls films qui parlent de femmes noires et qui ont été produits par des blancs et qui parlent de femmes noires, c'est Big Mama par exemple, qui n'est absolument pas valorisant. Et donc parler de la fierté noire, c'est simplement redonner une dignité. En fait, j'ai envie de dire, on n'est pas comme nos parents ou comme les premiers immigrés, les premiers descendants d'immigrés des années 60, etc., qui courbaient les chines, qui se taisaient. Ce qui gêne beaucoup, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ce qui en gêne beaucoup, c'est que nous, on parle, on s'affirme, on demande nos droits, on demande l'application du droit aux faits. Et donc, c'est ça le problème, en fait, dans ce que vous dites, je trouve, c'est d'omettre que la revendication de notre identité, c'est pour lutter contre les inégalités et non pas pour faire une sécession ou une suprématie de notre identité par rapport à la vôtre. Quand je dis la vôtre, je parle des blancs majoritaires, le groupe majoritaire. Merci. Une autre question ? Ouais. On va voir si quelqu'un... moi j'ai 3 critiques à vous faire, Madame Diallo, et une question à poser à Monsieur Goulet. La première, au début de votre intervention, vous avez dit être noir, c'est partager une culture. Donc moi j'aimerais bien savoir... Non, partager une histoire commune. Vous notez ça ? Non, une condition. Une condition, moi j'aimerais bien savoir laquelle, parce que par exemple si moi je prends mon exemple, c'est est-ce que je dois être proche de quelqu'un parce qu'il est originaire de l'Afrique, parce qu'il est originaire des pays de mes parents, ou parce qu'il fait partie de l'ethnie de mes parents. La deuxième chose, c'est que vous avez dit aussi, madame, que vous êtes noire et que dans le regard des autres, etc., si je résume, pour pas faire trop long.
Moi, j'aime pas trop ce discours parce que moi aussi je suis noir, mais ça m'empêche pas de m'émanciper. Là, je suis tout juste, enfin, je suis jeune diplômé, je souhaite à tout le monde ici dans cette salle de l'être aussi. Donc ça m'empêche pas de m'émanciper, de faire partie d'une catégorie, parce que je suis jeune diplômé, donc moi je serai cadre, si je trouve un travail, etc. Donc moi, j'aime pas trop ça. Et puis, la troisième chose qui me paraît un peu, je dirais pas dangereux, mais un peu problématique, c'est que à force de dire que pour parler du racisme ou de discrimination, il faut soit être concerné, ou bien il y a des gens qui le sont, enfin, il y a des gens qui sont coupables de fait, ça crée, parce que moi je suis formation de sociologie, ça crée de l'anomie, c'est-à-dire qu'après, plus personne dans la lutte antiraciste se sent concerné, et on se retrouve dans une situation où lorsqu'il y a des actes antisémitisme, au lieu que les gens disent c'est grave, ils disent est-ce que ça avait été moi, on en aurait parlé, ou bien des gens vous disent que on en parle trop, c'est pas assez grave, etc. Donc c'est la critique que je vous ferai. Et Monsieur Bouvet, j'avais une question, parce que parfois je lis vos prises de position, que ce soit sur votre profil Facebook ou parfois sur vos tribunes, c'est que, même si vous avez précisé aujourd'hui, mais moi j'ai l'impression que aussi ce qui est dangereux pour un peu rejoindre Madame Diallo, c'est que parce qu'il y a des associations antiracistes qui sont communautaires, qui sont dans des visions un peu américaines, et ben on met sur le même plan le racisme et l'antiracisme, au point où, moi par exemple j'écoute beaucoup de France Culture, peut-être comme certains d'entre vous, où j'entends des émissions où par exemple M. Ficro invite des gens comme Renaud Camus qui vous expliquent que lorsque vous venez un noir ou un arabe, c'est un envahisseur, donc il appelle à la résistance, et surtout que, voilà, au remplaçant, et il explique qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais comme il y a un antiraciste qui est devenu fou, etc., donc c'est équivalent, et on a vu avec l'exemple de Trump, et donc moi je trouve que c'est dangereux parce qu'on crée de la confusion où il n'y en a pas, et je finirai comme ça. Moi la différence pourquoi je suis républicain, c'est parce que quand on regarde l'histoire, lorsqu'on commence à être dans des sociétés où des gens veulent s'affirmer, bah, l'effet inverse quand les gens veulent s'affirmer trop, c'est que les gens se sont plus liés. Et bon, je prends un exemple historique, peut-être certains ne sont pas contents, mais je ne vais pas tant développer. Mais par exemple, si on regarde tout ce qui s'est passé de l'Allemagne jusqu'à l'Allemagne nazie, c'est que pourquoi il y a eu ce délitement, c'est qu'au bout d'un moment, ben, les gens se sont plus liés. Et que lorsque les gens sont plus liés, on disait ben, les Juifs sont pas allemands, donc on peut les tuer, on peut faire ça. Donc moi, c'est ça la reproche que je fais, c'est qu'à force de dire on met notre particularité qui existe, tout le monde a une particularité en avant, c'est qu'au final, on détruit tous les liens qui unissent les choses. Voilà. Juste avant vos réponses, j'ai une question de la salle. Donc, à vous, Madame Diallo, vous avez parlé d'un racisme de gauche et d'un racisme de droite. Quelle distinction? D'accord. Commencez avec vous. Oui, bon, rapidement, hein, puisque voilà, alors, prenons l'ordre. Hein. Oui, non, mais je fais voilà, parce que je suis très long. Donc, sur afrocentrisme, voilà. Alors attention à ce qu'on appelle l'afrocentrisme. Hein, tout ce qui s'est passé aux États-Unis dans la revendication du mouvement noir à partir du début des années 70 pour aller vite n'est pas afrocentriste. L'afrocentrisme, d'abord, c'est une théorie qui commence un peu plus tard. Pour citer des auteurs, des théoriciens, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les voir, hein, notamment le grand auteur américain qui est le plus important théoricien de l'afrocentrisme, s'appelle Molefi Kete Asante, A-S-A-N-T-E. Donc si vous lisez ce monsieur, Molefi Kete Asante, vous allez voir que là, l'afrocentrisme, c'est pas simplement Black is Beautiful, c'est même pas Black Power. On n'est même pas dans les revendications des Black Panthers de Auckland, etc., ni dans le cinéma, de la blaxploitation, de la musique des années 70, etc., qui sont des éléments culturels de revendication de fierté, mais qui sont des éléments qui s'intègrent et qui sont des éléments d'intégration à la nation américaine. Hein. Donc c'est pas ça dont je parlais. Hein. Là, ce qui est afrocentriste, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est que ce sont des gradations. C'est-à-dire que c'est pas, il y a d'un côté les vilains afrocentristes qui pensent que toutes les civilisations finalement viennent uniquement des Noirs, que les Égyptiens étaient des Noirs, que les Grecs finalement, Black Athena, il y a un livre qui s'appelle Black Athena qui est très intéressant d'un auteur qui s'appelle Bernal, qui explique que finalement la Grèce antique
Donc c'est une espèce de réappropriation, c'est marrant parce que tout le livre concerne à dire, bon, finalement les Grecs, la philosophie, l'invention des mathématiques, etc., la Grèce 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est finalement, ça vient de la culture noire. Et donc les Grecs ont tout piqué aux Noirs, et donc c'est comme ça qu'aux Africains. Bon. Donc il faut faire attention. Ça, c'est le bout de la chose. Mais il y a un continuum qui me paraît, disons, poser un certain nombre de questions. Et quand vous vous revendiquez d'une histoire particulière, africaine, etc., c'est tout à fait audible et vous avez de bonnes raisons de le faire. Vous avez une généalogie, vous avez des ancêtres, vous avez voilà, et vous pouvez même revendiquer une double culture, vouloir parler la langue de vos parents, de vos grands-parents, tout en voilà, en développant peut-être d'autres compétences, etc. Tout ça est légitime. Soutenir, pourquoi pas, vous avez un maillot, l'équipe d'Algérie quand elle joue, enfin je veux dire, ça c'est pas le problème. Le problème, pour prendre l'exemple de l'équipe d'Algérie, c'est quand au Stade de France, il y a un match entre la France et l'Algérie, quand la Marseillaise est jouée, vous avez toute une partie du stade, des jeunes Français qui sifflent. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi ils sifflent? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a à la fois des bonnes et des mauvaises raisons. Enfin, des bonnes raisons. Il y a à la fois parce qu'ils ont été oubliés, ghettoisés, on ne leur a pas donné, la République ne leur a pas offert ce que disait le poète russe Mandelstam, la formidable promesse faite aux tiers États, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné les moyens de leur émancipation, ce qui est la promesse républicaine. Donc là, il y a un défaut, là, il y a quelque chose à faire du point de vue politique publique, du point de vue, là, on rentre dans la politique, est-ce que c'est la gauche, la droite, la politique de la ville, l'éducation, etc. En même temps, on peut en parler, mais là, c'est des enjeux très particuliers, très précis, il faut regarder ça précisément. Et puis, il y a des mauvaises raisons. Il y a que même si on est pauvre, même si on est discriminé, même si on vit dans un ghetto, même si c'est pas facile, même si on n'a pas de boulot, même si on voit que sa mère... Non, mais même si on voit que sa mère a été humiliée, qu'elle est obligée de partir tôt le matin faire des ménages, etc., c'est pas une raison pour ne pas continuer. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à dire dans le salon. Mais... Pour ne pas continuer à siffler l'hymne national de ce que l'on est, parce qu'on est français, et de plutôt se dire, je l'investis, la République ne nous donne pas tous les moyens parce que, de l'émancipation, parce qu'il y a des inégalités, etc., des injustices, mais moi, je prends ça en charge, je revendique, je viens, je fais de la politique, voilà, je pars dans l'espace commun de la citoyenneté commune, dans le commun, pour dire, voilà, je suis dans ce commun, j'existe. Pas parce que je suis X ou Y, pas parce que je viens de là, pas parce que je suis ceci ou cela, parce que je suis un citoyen français. Et que je dois être un citoyen plein et entier avec mes droits et mes devoirs. Je siffle pas la Marseillaise, j'exige de la République et je revendique que cette République, je casse pas des écoles, je ne mets pas le feu à mes bagnoles de pauvres types qui vont pas pouvoir aller bosser le matin. Je revendique, je fais de la politique, je fais de l'associatif, je suis dans l'action. Et ce que fait Rokhaya Diallo, et là-dessus, moi je n'ai jamais rien eu à dire, c'est sur la culture, l'exposition, c'est très bien. Parce que ça, ce sont des manières de dire, voilà, on est partie prenante. Mais même l'espace commun, il nous est verrouillé d'une certaine... Je suis désolé d'intervenir comme ça. Même l'espace commun, comme l'a dit Madame Diallo, même quand on veut s'organiser, là vous dites en gros, au lieu de siffler la Marseillaise, organisez-vous d'un plan politique. Si on s'organise... Chantez-la plus fort que les autres. Non, parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de crier à quel point on est français, parce qu'on est français, on n'a pas besoin de crier plus fort que les autres que nous le sommes. Et si on a besoin de crier plus fort, c'est que vous avez intériorisé le fait qu'on devrait prouver notre qualité de français, alors que je dois chanter la Marseillaise aussi bien que les autres. Moi, je ne vous demande aucune preuve, je vous dis pour vous, c'est ça, de chanter plus dans fort. les conditions, saisir les conditions de son émancipation, ce n'est pas se ramener toujours à ce qui est minoré, à ce qui est renvoyé comme assignation identitaire, etc. Alors, si je peux me permettre, moi j'agis politiquement, ou en tout cas en tant que journaliste, parce que j'en ai les moyens. J'en ai les moyens matériels, j'en ai les moyens psychologiques, et je comprends tout à fait que d'autres s'emparent d'autres moyens d'expression. Moi j'ai eu énormément de chance, même si je suis issue d'un milieu extrêmement populaire, j'ai eu la chance d'accéder à des études. Je suis quand même, voilà, je suis très heureuse de ma trajectoire, mais sociologiquement je suis un accident total, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de personnes qui viennent de l'endroit où je suis et qui sont là où je suis.
je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont déjà vu sur un plateau de télévision, mais moi je croise très très rarement des personnes soit qui me ressemblent, soit qui viennent des mêmes endroits que moi. Donc je crois que voilà, moi je suis contente d'avoir cette possibilité de m'exprimer comme ça, mais encore une fois, je connais une photographe avec qui j'ai pu faire un bouquin, j'ai accédé à une maison d'édition, une grande maison d'édition pour faire ce livre, ce n'est pas le cas de tout le monde et je peux comprendre que d'autres s'expriment différemment parce que faute de moyens. Et puis après, je pense que la détresse psychologique parfois empêche d'articuler un discours voilà, moi je suis aussi en bonne santé mentale, donc j'ai aussi la possibilité de m'exprimer d'une manière qui vous est intelligible. Alors je vais vous répondre de monsieur par rapport à ce que je disais. Donc ce que je disais, c'est que les gens qui sont noirs en France partagent une condition. C'est-à-dire que je vais citer un rapport qui a été émis par le défenseur des droits en janvier dernier, qui expliquait que les jeunes français, enfin les jeunes en tout cas, qui étaient noirs ou perçus comme étant d'origine maghrébine, avaient 20 fois plus de risques d'être contrôlés par les policiers que les autres. Ce qui veut dire que vous êtes un jeune homme noir, vous êtes diplômé, mais ce qui vous unit avec un autre jeune homme noir, aux yeux de la police, c'est le risque d'être contrôlé. Et ça, c'est à votre corps défendant. Et ce que je veux dire quand on parle de conditions, c'est indépendant de ce que vous êtes. Le policier ne va pas chercher à savoir si vous êtes sympathique, si vous êtes diplômé, etc. Il voit un noir. Et c'est quelque chose qui a été dénoncé par une institution. Et c'est aussi le cas, moi je pense, j'ai un ami que vous connaissez sans doute qui s'appelle Lilian Thuram, qui lorsqu'il a son chapeau sur la tête, il roule dans sa belle voiture, il est contrôlé. Et effectivement, quand il se tend sa carte d'identité et que Lilian Thuram, les gens sont un petit peu mal, mais il a beau être champion du monde, il a beau être un homme fortuné, socialement élevé, ça ne l'empêche pas d'être ramener en fait à une expérience que peut vivre un autre jeune homme, enfin il est un petit peu, il me pardonnera mais il n'est pas très jeune, mais une personne en tout cas de sa génération qui est un ouvrier, qui vit dans un quartier populaire, etc. Donc moi je ne pense pas être liée culturellement à tous les noirs de France, mais je sais que si je pars à une femme noire qui a les cheveux crépus comme moi, et qu'on parle de notre difficulté à trouver du shampoing ou des coiffeurs, il y a des chances que, quelle que soit notre condition sociale, on trouve des points communs dans la conversation. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est une condition partagée. Et c'est pas quelque chose... Et quand vous dites, moi je revendique rien, je vous promets que moi je me vis comme étant une Française. Simplement, je me suis découverte noire dans le regard des gens. C'est lorsqu'on a commencé à m'interroger sur ma provenance, lorsqu'on a commencé à me féliciter sur mon accent absolument... qui ne me permettait pas de déceler... mes origines étrangères, que j'ai commencé à m'interroger sur ce pourquoi. Et moi, je me suis vraiment investie politiquement dans l'antiracisme parce que le regard qu'on portait sur ma personne, en fait, ne correspondait pas à ce que je croyais être. Je croyais être une Française comme les autres, et je me suis découverte noire dans le regard qu'on portait sur moi et dans les questions qu'on m'a posées, et ce, malgré mes diplômes, et malgré le fait que j'avais franchi un certain nombre de barrières sociales. Donc c'est en cela que je veux dire que, et aujourd'hui, je trouve très important de revendiquer ce que je suis, pour plein de raisons, parce que je fais de la télévision, comme vous l'avez dit, Aïda Diallo. La première fois que je suis apparue à la télévision, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit « Eh bien madame, c'est la première fois que nous voyons une femme noire qui porte des cheveux crépus, qui a la peau foncée, qui a un nom africain, qui vient nous parler de politique et qui ne vient pas faire du hip-hop, et même si j'adore le hip-hop, mais qui ne vient pas parler de sport, de musique, etc., qui vient parler d'un sujet qui est considéré comme étant un sujet sérieux. » Et je pense que c'est important que des personnes comme moi, et je ne veux pas l'imposer à toutes les personnes qui sont dans la position, mais je trouve qu'il est important que des personnes comme moi formulent des discours qui vont ne pas faire fi du fait qu'elles ne ressemblent pas à la majorité. Pour moi, je considère que ça fait partie, c'est une partie de mon devoir politique. Je ne veux pas l'imposer à mes confrères et mes consoeurs qui sont noirs comme moi, mais pour moi c'est important parce que je sais que derrière l'écran, il y a des petites filles, des petits garçons qui me ressemblent, qui ont mon famille, puisqu'on est très très nombreux à cette dans ce pays, et qui se disent, quand je serai grand, peut-être que je ferai un débat à la télévision, etc. Parce qu'ils ont des modèles qui leur permettent de penser ça, parce que moi je n'avais pas cela quand j'étais plus jeune. Et donc c'est en ça que je pense qu'il ne faut vraiment pas se tromper sur le fait que moi, dans ma vie, je me considère comme un individu à part entière, mais je connais aussi mon identité politique, et il y a des moments où je veux la saisir, parce que je pense que c'est aussi source de transformation possible. Et vraiment... Et d'ailleurs, je remarque, je pense que c'est important aussi de remarquer,
que de nous deux, je suis la seule à avoir être systématiquement revenue sur ma condition de femme et de noire, parce que ça m'a beaucoup affectée, en fait, ça a affecté toute ma trajectoire, et je pense que c'est devenu important, parce que ça a complètement charpenté et structuré ma vie, parce qu'on m'y a renvoyé certainement beaucoup plus qu'on vous a renvoyé à votre couleur de peau ou à votre condition d'homme, et j'imagine bien que le fait d'être blanc ou le fait d'être un homme ne vous a pas empêché d'accéder à des postes, etc. etc. Donc moi, je trouve que j'en parle parce qu'on m'en fait parler, ma vie m'en a fait parler, voilà. Non mais moi ce que je veux dire, juste une nuance, c'est que je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, c'est pas ça que je disais, je dis juste que ça n'empêche personne, malgré tous les problèmes, parce que vous avez cité Lilian Thuram, mais il est footballeur, il a son association, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné beaucoup d'argent, ça a été quelqu'un de reconnu. Je veux dire, c'est ça. Vous connaissez beaucoup de gens qui sont capables de gagner la Coupe du Monde, moi je connais pas beaucoup de gens qui vont faire ça pour être reconnus. Non mais c'est pas ça que je veux dire que malgré tout ça, ça n'empêche pas son émancipation. Et moi c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a du racisme, on est d'accord, mais ça n'empêche pas les gens de s'émanciper. Donc, et la deuxième chose, parce que pour revenir à ce qu'a dit M. Bouvet, parce que moi par exemple, quand vous dites des modèles, moi par exemple, ce que M. Bouvet a cité, moi par exemple, je fais un star de sociologie, moi par exemple quelqu'un comme Mousse, même s'il n'est pas blanc, mais enfin, même s'il n'est pas noir comme moi, mais je me sens lié avec lui par les écrits qu'il a écrits sur la nation, sur le don, etc. Donc pour moi c'est ça aussi, on ne peut pas attendre toujours que pour avoir un modèle, il faut que quelqu'un nous ressemble, on peut avoir un modèle parce qu'une personne, on partage les idées, on partage sa philosophie, c'est ça aussi la communauté. C'est ça que je voulais dire. Moi, je m'estime chanceuse et j'estime que je suis une exception. Comme je vous l'ai dit, moi je suis plus âgée que vous, donc j'ai grandi à une époque où les modèles, je n'en avais pas et j'ai réussi à m'élever en l'absence de ces modèles-là. Mais je pense, malgré tout, que je suis une exception. Et je crois très sincèrement que les quelques exceptions ne peuvent pas cacher la majorité. C'est-à-dire que nous sommes dans des positions qui ne reflètent pas la sociologie des personnes noires aujourd'hui en France. Bien sûr, moi je vais très bien. Je veux dire, je vous parle ici, je vais absolument bien. Et c'est depuis cette position privilégiée que je peux vous dire ce que je vous dis. Mais quand je vous parle de la condition noire, la condition noire pour les personnes qui sont en situation de problème, je ne vous parle pas de moi. Évidemment, je suis tout à fait consciente de ma propre condition et même si j'ai été exposée à du racisme, à la discrimination comme beaucoup de noirs, je ne vous parle pas de moi, je vous parle vous aimez la sociologie, je vous parle de la sociologie de la population noire en France et de ce que je vous ai cité, par exemple les contrôles au faciès. Vous savez que lorsqu'on est noir, eh bien, on a beaucoup plus de risques d'être importuné par la police, de mourir entre les mains de la police. Je pense que les noms d'Adama Traoré et de Théo Buaka ne sont pas étrangers. Théo Buaka a eu la chance de survivre, mais il a été victime d'une agression sexuelle. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent 90% à des hommes qui sont soit d'origine maghrébine, soit noirs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter malgré les quelques Lilian Thuram, les quelques Youssoufa ou les quelques Kerry James. Ça ne peut pas cacher le fait qu'il y a un racisme qui existe et qui n'empêche pas tout le monde d'avancer, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'être solidaire des gens qui ont moins de chance que moi, parce qu'encore une fois, j'estime que je suis privilégiée. Merci beaucoup, Roger Diallo. Merci beaucoup, Laurent Bouvet, d'être venu avoir participé à cette conférence. J'espère que tout le monde a pu en tirer profit et avoir une idée plus claire maintenant sur le multiculturalisme. Merci à tous.